Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter de l'histoire des institutions américaines et des élections présidentielles. Comme dans toute capsule, nous devons remonter à l'histoire de notre sujet et comprendre comment les États-Unis en fait se sont structurés à partir de leurs origines. 1776, la déclaration d'indépendance par les pères fondateurs américains formule le début de l'indépendance des États-Unis, c'est-à-dire d'une conception du pouvoir beaucoup plus libérale qui va avoir pour objectif de s'affranchir de la domination britannique. Vous savez que les colonies américaines sont en fait des colonies britanniques, 13 colonies britanniques, notamment depuis le traité de Paris de 1763, qui a vu la France se retirer définitivement du territoire américain. Mais la multiplication des exactions et des politiques arbitraires de Londres vis-à-vis des colonies britanniques va impulser un processus d'indépendance qui commence en 1776. 1776, comme on l'a dit, la déclaration d'indépendance américaine. 1783, la victoire militaire des Américains contre l'occupant britannique. Et 1787, la proclamation de la première constitution qui sera en fait véritablement la seule en 200 ans d'histoire américaine. Là, vous avez un petit croquis qui vous explique en fait l'évolution et la nature des rapports juridiques entre institutions américaines. Le but est de créer ce qu'on appelle le check and balance, c'est-à-dire d'un pouvoir législatif, exécutif et judiciaire qui soit tellement équilibré qui ne permette plus à un potentiel dictateur d'aliéner les libertés individuelles des citoyens américains. C'est ce qu'on appelle le principe de l'équilibre et du contre-équilibre. Donc là, vous avez un croquis qui vous est donné. On a un président américain qui est élu pour 4 ans, qui désigne le gouvernement et qui dirige l'administration fédérale, c'est-à-dire qu'il est l'exécutant des lois. Mais sachant que les 13 colonies britanniques se sont affranchies d'un pouvoir arbitraire anglais, leur but est de ne pas renouveler la possibilité constitutionnelle qu'un nouveau régime exécutif arbitraire puisse émerger. Donc on voit bien qu'ici les institutions en fait vont s'équilibrer et s'auto-équilibrer. Vous avez une Cour suprême américaine qui va avoir pour fonction de veiller à la constitutionnalité des lois et encadrer de manière assez stricte le pouvoir présidentiel, notamment via la procédure d'impeachment et de destitution. Ici, vous avez le Parlement américain, le pouvoir législatif, qui va avoir pour finalité de formuler les lois au nom du coup des principes constitutionnels, la Chambre des représentants qui représente les citoyens et les sénateurs, c'est-à-dire 2 sénats par État, qui représentent du coup les États et qui ont également un certain niveau de contrôle sur le président, notamment aussi sur la capacité à refuser les propositions de loi du président et à déclencher une procédure d'impeachment via la Cour suprême américaine. Et ici, vous avez des pouvoirs locaux, parce que les États-Unis étant un régime fédéral, les États fédérés ont énormément de compétences, c'est-à-dire qu'ils peuvent appliquer leurs propres règles sur une multitude de domaines, des gouverneurs, des assemblées d'État, des juges, des maires, des shérifs de district, qui en fait sont la plupart du temps assez autonomes du pouvoir présidentiel. Donc finalement, ce système collégial et d'interdépendance et d'auto-équilibre ne permet pas l'émergence d'un pouvoir exécutif. Alors les pères fondateurs américains par cette constitution de 1787, vont instaurer également le système des grands électeurs, qui là aussi est un système de contrepoids. C'est-à-dire que pour faire en sorte que le suffrage populaire et donc universel ne puisse pas mettre au pouvoir un président potentiellement arbitraire et exécutif, on va avoir un système de suffrage dit indirect, où vous allez avoir les partis politiques qui, avant chaque élection présidentielle, vont élire leurs propres grands électeurs. Dans un deuxième temps, le vote populaire qui va du coup élire ces mêmes grands électeurs, c'est-à-dire que le parti qui obtient, là vous avez dans le cas du Texas, dans le cas de la Floride, enfin dans le cas de la Californie, excusez-moi, dans le cas de la Floride et dans le cas du Texas, et même dans l'État de New York, le vote populaire, c'est-à-dire les électeurs américains, vont élire les grands électeurs, et chaque parti qui obtient la majorité des suffrages populaires rafle la totalité des grands électeurs. Donc une fois que ces grands électeurs sont élus par le peuple, ils vont dans un deuxième temps voter pour le futur président de la République américaine. Schématiquement, le calendrier des élections présidentielles, c'est le vote populaire en novembre et le vote des grands électeurs au mois de janvier. Donc en fait, on a affaire à un système qui peut paraître relativement antidémocratique, mais qui vise justement, dès 1787, à éviter que le peuple ne vote pour un potentiel dictateur, les grands électeurs étant en fait des espèces de sages de la République qui doivent équilibrer les passions, on va dire peut-être populistes du peuple américain. Revenons au champ politique américain, puisqu'on va avoir 2 partis qui vont émerger
à partir de 1789 et de l'élection de George Washington, un parti démocrate-républicain, qui est un parti qui est pour la centralisation de l'État, et un parti fédéraliste qui est pour justement un État fédéral. Le parti démocrate-républicain va avoir le monopole dans le champ politique, puisqu'on va avoir des présidents qui vont se revendiquer de ce parti politique, notamment des gens comme Thomas Jefferson, comme Andrew Monroe, comme Adams. Mais la véritable scission va avoir lieu en 1824, puisque ce parti démocrate-républicain va en fait se scinder en deux branches, une branche pro-esclavagiste, qu'on appelle le Parti démocrate, et le Parti Whigs, qui va se détacher de ce parti démocrate républicain parce qu'il refuse la mise en place de l'esclavagisme. Donc c'est un courant abolitionniste. Ce sera l'ancêtre du Parti démocrate qui va être créé du coup en 1854. Donc au XIXe siècle, on va avoir, si vous voulez, à la fois un parti démocrate qui est resté dans la lignée du Parti démocrate républicain pour le maintien de l'esclavagisme et un parti républicain très attaché au principe de la liberté individuelle qui va émerger en 1854, qui va mettre au pouvoir Abraham Lincoln en 1960 et qui va déclencher la guerre de sécession. Là, vous avez une carte qui vous est donnée. Les partis en bleu sont les États abolitionnistes, les partis en marron sont les États esclavagistes, les États du Sud sont des États démocrates et les États du Nord sont des États républicains. À l'issue de la victoire des abolitionnistes en 1865, le Parti républicain va émerger à partir de cette date-là jusqu'en 1960, au détriment du Parti démocrate qui, lui, va être associé à l'esclavagisme et au refus de l'abolir.